Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier réunionnais et le portail immodésil.fr. L'IMO est là. Cette semaine, on va revenir sur l'estimation de valeur vénale d'un bien immobilier. C'est la quatrième séquence consacrée à cette problématique. Alors, pour revenir très rapidement sur l'importance donc de cette estimation de valeur, trois graphes actualisés au 10 novembre. Premier graphe, très vite, l'équilibre entre l'offre et la demande de biens à La Réunion. Au cœur de la bulle, voyez-vous, on était sur la base d'un indice 100, hein, donc équilibre entre l'offre et la demande en 2018. On est passé d'un ratio de 1 à 3 quasiment au cœur de la bulle en 2021. La demande est montée à 180 et concomitamment, l'offre est descendue à 66, 1 à 3. À cette époque, on pouvait se tromper ou on pouvait ne pas faire très attention à l'estimation de valeur d'un bien immobilier. Il y avait un tel déséquilibre que les acquéreurs, eh bien, ma foi, accepter assez souvent donc de venir aux prétentions du vendeur. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Voilà, au deuxième semestre 2025, hein, le rapport de force, il est quasiment égal. L'offre est faible à 63 et la demande n'est plus à 180, elle est à 79, hein, divisé par plus que 2. Donc on a un équilibre quasi parfait. Il n'est plus question dans ces conditions de surestimer la valeur d'un bien parce qu'il ne partira pas. Premier graphe. Deuxième graphe, proportion de ventes négociées. Sur 100 transactions, il y en a 71 qui ont dû faire l'objet d'une baisse de prix pour être vendus. Voilà. Donc on est sur un marché délicat. Si on se trompe d'estimation, on ne vend pas et on est obligé de réduire son prix pour trouver un acquéreur. Et cette réduction de prix, au deuxième semestre, elle est de plus de 9%. Plus de 9%, c'est important, hein. Sur une vente à 500 000 euros, ça va faire 45 000 euros de chute. On est quasiment dans les plus hauts historiques, à quelques dixièmes près, à quelques centièmes près même, depuis 2018. Voilà, donc le contexte est posé. Il ne faut pas se tromper dans l'estimation de valeur vénale d'un bien immobilier si on veut le céder dans les meilleures conditions. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à l'estimation de valeur par capitalisation. C'est une méthode très simple qui peut être plus fiable que la méthode par comparaison qu'on a vue précédemment, parce que la méthode par comparaison fait appel à des raisonnements subjectifs, alors que cette analyse par capitalisation, elle ne repose que sur des éléments chiffrés. Pour autant, on va voir qu'il y a deux difficultés importantes à gérer. Donc cette méthode, elle est simple, elle consiste à évaluer la valeur vénale d'un bien en fonction des revenus locatifs qu'il va générer en les rapportant à un taux de rendement attendu. Le taux de rendement, c'est très simple, c'est le revenu locatif annuel, donc montant des revenus locatifs annuels divisé par le coût d'acquisition et multiplié par 100. Exemple d'un taux de rendement d'un bien qui a coûté 100 000 euros et qui dégage un loyer annuel de 4 800 euros. Eh bien, 4008 divisé par 100 000 multiplié par 100 égale 4,8%. Ce bien dégage un rendement locatif annuel de 4,8%. Pour analyser la valeur d'un bien par capitalisation, la formule est super simple. Ce sont les revenus locatifs nets annuels divisés par le taux de rendement attendu. Exemple, je reprends un revenu annuel locatif de 4 800 euros et j'attends de cet investissement un rendement de 7%. La formule mathématique, 4 800 divisé par 0,07 égale 68 571 euros. Ça veut dire que un bien qui dégage ce revenu de 4 800 euros chaque année ne doit pas être acheté plus de 68 000 euros si j'attends de cette acquisition un taux de rendement de 7%. Si j'achète plus cher, je n'aurai pas 7%. Si j'achète moins cher, j'aurai plus que 7%. Donc voilà comment fonctionne cette approche. Il y a deux écueils. Le premier écueil, on va y revenir, hein, c'est le taux de rendement. Là, je vous parle d'un taux de rendement de 7%. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 8? C'est une vraie question. La deuxième problématique, c'est ces revenus locatifs annuels
qu'est-ce que je mets dedans? En fait, il y a trois approches différentes. Il y a le revenu locatif annuel brut, il y a le revenu locatif annuel net, et tenez-vous bien, il y a le revenu locatif annuel net. On va y revenir tout à l'heure, mais voilà. Donc, c'est une méthode en théorie très simple, très fiable, mais il y a ces deux petits soucis quand même qui sont importants. Sous réserve de ces deux soucis, les conditions de mise en œuvre, elles sont assez simples, tout au moins pour une location en 3-6-9. Il faut d'un côté prendre les revenus effectifs hors charge. Alors, si c'est un bien loué, il n'y a aucune difficulté, on se base sur les quittances de loyer. Et si c'est un bien qui est libre d'occupation, il faut s'intéresser aux revenus potentiels. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule approche, c'est la méthode par comparaison qu'on a vue pour les valeurs vénales il y a quelques semaines, mais c'est la même chose pour les valeurs locatives. Donc, rechercher des biens effectivement loués dans le même quartier avec des prestations similaires et dans la même période, et se baser sur ces valeurs locatives pour fixer la valeur locative du bien qui m'intéresse. De ces revenus effectifs, il faut que je déduise les dépenses. Les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est les frais de gestion d'une agence immobilière, d'un professionnel qui sont facultatifs. Pour autant, aujourd'hui, le cadre légal bénéficie de façon assez exorbitante au locataire. Il a des droits exceptionnels par rapport aux droits du propriétaire. Et deuxième point, le cadre juridique est extrêmement complexe. Les obligations qui pèsent sur le bailleur sont importantes. Donc, ces frais de gestion, pour moi, sont incontournables parce que c'est un vrai métier. Il faut des connaissances, il faut des outils et il faut du temps. Voilà, donc les frais de gestion doivent, à mon sens, être pris en compte dans ces dépenses. Je vais ajouter les assurances. La prime d'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, très peu cher. C'est l'assurance qui vient compléter l'assurance multirisque habitation qui, elle, est payée par le locataire. Et la GLI, garantie des loyers impayés, à laquelle s'ajoute souvent la garantie des dégradations. Je reviens au cadre juridique exorbitant de droit pour le locataire. Si jamais vous êtes confronté à un locataire qui ne paie pas son loyer, vous en avez pour 2 ans. 2 ans donc de perte de revenus locatifs, plus les frais d'avocat, plus les frais d'huissier, plus les frais de procédure, plus les éventuelles dégradations du logement, et c'est de l'argent que vous ne récupérerez jamais. Donc l'assurance GLI, entre 2,5 et 3,2% des revenus locatifs, à mon avis, ce n'est pas une option, c'est incontournable. Donc ça rentre dans les dépenses. Dans les dépenses, bien entendu, s'y ajoute la taxe foncière, les charges de copro et les travaux d'entretien. Donc tout ça va être déduit des revenus locatifs si vous vous appliquez à mettre en œuvre un taux de rendement net. Si vous prenez un taux de rendement brut, vous ne prendrez pas en compte ces dépenses. Mais c'est un taux de rendement fictif. Vous devez également prendre en compte les aléas. La vacance locative, même si le marché est extrêmement tendu à La Réunion, vous ne louerez pas le lendemain du départ du locataire. Vous pouvez signer un bail le lendemain du départ du locataire, mais très très rarement, il y aura une rentrée dans les lieux. Donc, il y aura de toute façon une petite vacance locative, donc une perte de revenus dont il faut tenir compte. Et si vous n'avez pas opté pour une assurance GLI, il faut absolument prendre en compte l'éventualité d'impayés et de dégradation du logement. Et vous allez également devoir anticiper les éventuelles contraintes légales parce que l'acheteur de ce bien, parce que je rappelle qu'une estimation n'a qu'un objectif, hein, c'est d'anticiper le prix que va accepter de payer l'acquéreur. Ben, l'acquéreur, en l'occurrence, ce sera un investisseur, hein, et ben lui, il va prendre en compte, il va anticiper, il va essayer d'anticiper les éventuelles contraintes légales, le dispositif DPE à La Réunion. Aujourd'hui, il n'est pas applicable, mais il pourrait l'être dans les années qui viennent. Et là, il y aurait des conséquences financières immédiates. Et également l'évolution du cadre juridique des zones tendues. Aujourd'hui, il y a 9 villes concernées à La Réunion. Ça peut évoluer et les contraintes liées à la zone tendue peuvent elles aussi évoluer. Et c'est toujours dans le même sens et en défaveur du bailleur. Donc voilà pour la location en 369. S'il s'agit d'estimer la valeur d'un bien destiné à une location saisonnière, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que déjà, il va falloir déterminer la valeur locative en fonction des saisons et de la concurrence. Et ça, c'est variable.
Et il faudra donc prendre du temps au départ et faire une veille permanente pour adapter son offre de prix et à la saison et aux concurrents. Il faudra également déduire les frais éventuels de conciergerie si vous ne vous en occupez pas vous-même, 20 à 25% des loyers encaissés. Donc ça grossit effectivement les dépenses et ça a un impact très fort sur le rendement. Donc quand vous faites une estimation de valeur vénale d'un bien par capitalisation des revenus locatifs saisonniers, il faudra absolument prendre en compte donc cette perte de 20 à 25% des loyers encaissés. C'est fondamental et ça va gréver la valeur du bien. Et il faudra également donc déduire les consommations d'eau et d'électricité, puisque le locataire en saisonnier loue tout compris. Donc cette méthode, on l'a vu, elle repose sur des éléments chiffrés, donc elle est en théorie extrêmement fiable. Elle a un champ d'application limité. En fait, elle est très appropriée aux biens destinés aux investisseurs, studio T1, T2, parce que l'investisseur va clairement employer cette méthode. Quand il va sur le marché à la recherche d'un bien, il a en tête le taux de rendement, en deçà de laquelle il n'ira pas. Mais ce n'est pas suffisant. Il va également prendre en compte les biens qui lui seront proposés par les différentes agences. Donc, cette méthode particulièrement appropriée aux biens destinés aux investisseurs, elle doit être doublée nécessairement d'une estimation de valeur par comparaison. Donc, vous appliquerez les deux méthodes. Cette méthode n'est pas autonome. Il faut la doubler. Ensuite, donc, elle repose sur deux difficultés. La première, on l'a déjà évoqué, c'est je mets quoi dans ce taux de rendement? C'est du brut, c'est du net, c'est du net-net. Mais j'ai aussi un autre souci, ce taux de rendement qui a un impact très fort sur la valeur vénale, qui sera définie, je le fixe à quel montant? En fait, il y a deux approches. On va considérer que le rendement sera faible dans le cas d'une acquisition patrimoniale. Ça veut dire que c'est un bien très bien placé, d'une grande qualité et qui est rare sur le marché. Dans ces cas-là, on va choisir un taux de rendement de l'ordre de 2 à 4% net à La Réunion. Donc, ce n'est pas beaucoup. On va considérer qu'en fait, que la rentabilité globale de l'opération sera davantage axée sur la plus-value de revente que sur le rendement annuel, purement locatif. À l'inverse, si c'est une acquisition de moins de qualité, donc moins bon emplacement, moins grande qualité de construction et d'un bien qui n'est pas rare sur le marché, exemple typique T2 à Sainte-Clotilde, la majorité des programmes de défiscalisation étaient sur ces communes et au tampon, eh bien, je vais dans ces cas-là fixer un taux de rendement attendu beaucoup plus élevé jusqu'à 7,5%. Voilà. Alors, c'est ennuyeux ça parce que ça a un impact immédiat sur la valeur à un loyer égal. Entre un taux de rendement de 4 et un taux de rendement de 8, ma valeur vénale va être doublée. Pardon, oui, oui, doublée, c'est ça, doublée. Et il y a un autre point, si je m'intéresse au taux de rendement net-net, c'est-à-dire approche fiscale prise en compte, eh bien je vais être confronté à une grande difficulté, c'est que l'assujettissement fiscal auquel vont être soumis ces revenus locatifs sont variables dans le temps. La loi de finances 2026 n'est pas publiée et pour cause, elle sera différente de 2025, donc il y aura forcément une incidence que je ne connais pas aujourd'hui, en 2027 également. Donc, je fixe ma valeur aujourd'hui pour prendre ma décision d'achat sur un assujettissement fiscal des années suivantes que je ne connais pas. Et en plus, ça va varier en fonction de ma situation personnelle, notamment si j'achète dans le cadre d'une SCI ou en direct. Eh bien, mes revenus locatifs vont être soumis à mon IRPP qui, lui, dépend aussi de mes autres revenus, revenus professionnels, BNC, BIC, etc. Donc, du coup, c'est assez difficile et moi, je vous invite, dans le cadre de cette méthode d'estimation de valeur par capitalisation, à ne pas vous focaliser sur le rendement net-net, notamment parce que cet assujettissement fiscal est beaucoup trop aléatoire, beaucoup trop variable. Voilà, donc, contentez-vous non pas d'un rendement brut, parce que ça, c'est vraiment, on ne tient pas du tout compte des dépenses, donc c'est totalement virtuel, c'est fictif. Non, rendement net, donc les revenus moins les dépenses, hors, hors pression fiscale. Voilà, donc c'était un petit peu complexe, mais ça l'est moins que la prochaine séquence qui s'intéressera à la troisième méthode, la méthode d'estimation par la valeur à neuf, les coûts de reconstruction. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.